Salut tout le monde, salut mes chers élèves. Je vais continuer ma présentation du corrigé de l'examen national du bac, filière internationale option français, session normale 2016, section deuxième année bac, sciences SVT, matière sciences de la vie et de la terre. Donc, notre exercice rentre dans la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. C'est l'exercice numéro 2, deuxième partie. Eh bien, dans une première partie, donc, on avait deux questions, la question 1 et 2, et donc, dans cette partie, donc, on aura les questions 3 et 4. Eh bien, cette partie, donc, commence par ce qui suit. Le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille touchée par la mucoviscidose. Donc, on a déjà vu que la mucoviscidose est une maladie héréditaire. Je vais tout d'abord faire une lecture globale des données de l'exercice et des questions, faire donc une petite discussion globale et après donc on va rentrer dans les détails de la présentation des réponses. Vous avez ici un arbre généalogique qui concerne une famille touchée par la mucoviscidose. Donc, à première vue, donc, on peut déjà faire une petite analyse de cet arbre généalogique. Qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, quelles sont les questions que l'on doit se poser à propos d'un arbre généalogique comme celui-là? Eh bien, tout simplement, une seule question globale que l'on peut résumer en disant quel est le mode de transmission de la maladie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est des allèles responsables de la maladie et qu'est-ce qu'il en est de l'emplacement du locus du gène en question. Eh bien, généralement, donc, on peut dire par quoi on doit commencer. Eh bien, on commence toujours par ce qui nous paraît plus évident à partir de l'arbre généalogique. Donc, ce qui est plus évident, c'est la dominance. Vous pouvez constater ici, par exemple, les parents 1, 4, 1, 5, les parents 2, 1, 2, 2, ce sont des parents tous deux sains qui ont donné naissance à des enfants atteints. Du coup, donc, on va conclure tout de suite que l'allèle responsable de la maladie est un allèle récessif. Cela veut dire que l'allèle normal est dominant. Autre chose, donc, on peut donc se poser la question sur l'emplacement du locus du gène. Eh bien, vous pouvez constater que, donc, en ce qui concerne donc cette question, on peut se poser 3 voire 4 hypothèses. Donc, au maximum, logiquement parlant, on doit se poser 4 hypothèses. C'est-à-dire que soit le locus du gène est situé sur un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel, et s'il est situé sur un chromosome sexuel, on a 3 situations. Soit que le gène est porté par la partie propre à X, ou bien la partie propre à Y, ou bien la partie qui est commune entre X et Y. Mais cette dernière hypothèse, donc on la néglige dans 99,99% des cas. Donc on va dire grosso modo, nous avons 3 hypothèses. Soit le chromosome est porté par la partie propre à X, ou bien à la partie propre à Y. Dans ces deux cas, donc c'est une transmission gonosomique. Et la troisième hypothèse, c'est le chromosome est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Donc, on doit insister donc sur trois hypothèses. Il y a la transmission autosomique, et pour la transmission gonosomique, on en a deux cas, soit la partie propre à X, soit la partie propre à Y. Bien. Et
comment on peut donc démontrer, valider l'hypothèse qui va être considérée comme étant l'hypothèse juste? Eh bien, on doit refuter les autres hypothèses. Donc, vous avez ici, par exemple, trois hypothèses, disons par exemple un, 2, 3 hypothèses. Donc, si vous arrivez à refuter l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, cela veut dire automatiquement que l'hypothèse 3, c'est l'hypothèse la plus juste. Pardon. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, ici? Supposons que le gène est porté par la partie propre à X. Dans ce cas-là, puisqu'on a déjà montré que le gène normal, pardon, que l'allèle normal est dominant, donc s'il s'agit donc d'une transmission gonosomique liée à X, on va trouver que ce père, il va avoir donc, il va porter donc un seul allèle sur le chromosome X, puisque Y il est considéré comme étant vide. Donc, l'allèle qui sera porté par le X de ce père 2, 1, il sera un allèle dominant normal. Et obligatoirement, donc ici, il va donner à cette fille un allèle dominant normal porté par le chromosome X parental. Eh bien, quel que soit le chromosome qui sera hérité de la maman, en principe, cette fille doit être saine. Donc, l'hypothèse est en contradiction avec les données de l'arbre généalogique, donc c'est une hypothèse qui sera réfutée. Donc, on a réfuté l'hypothèse de la transmission gonosomique liée à X. En ce qui concerne la transmission gonosomique liée à Y, étant donné que nous avons des individus qui appartiennent au sexe féminin qui portent la maladie, c'est le cas que vous avez ici pour la femme 1-1 et la fille 3-3. Donc le fait que, puisque nous avons des individus qui appartiennent au sexe féminin qui portent la maladie, eh bien cela veut dire que le gène responsable de la maladie ne peut pas être porté par la partie propre à Y. Donc, ça aussi, donc, en montrant qu'il y a une contradiction, on va dire que ce n'est pas une transmission gonosomique liée à Y. Eh bien, automatiquement, qu'est-ce qu'il reste? On va dire conclusion, il s'agit d'une transmission autosomique récessive, donc, c'est-à-dire que nous avons l'allèle normal est dominant, l'allèle responsable de la maladie est récessif, et le gène est porté par un chromosome non sexuel, c'est-à-dire par un autosome. Donc, tout ceci pour le résumé, on dit généralement, donc, c'est une maladie à transmission, c'est une maladie à transmission gonosomique, c'est une maladie récessive à transmission, pardon, c'est une maladie récessive à transmission autosomique. Voilà, donc c'est ce qui résume le mode de transmission de la maladie. Bien, ça, c'est en ce qui concerne l'arbre généalogique. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici dans les questions? Eh bien, justement, on nous demande de répondre aux deux questions donc, qui constituent la problématique donc, du mode de transmission de la maladie. Donc, lorsqu'on se demande sur le mode de transmission de la maladie, donc c'est une question qui regroupe deux sous-questions, c'est-à-dire la question de la dominance et de la récessivité et la question de l'emplacement du locus du gène. Eh bien, c'est ce que nous demande ici dans la question 3a. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la question 3a? En vous basant bien sûr sur le document 4, c'est-à-dire sur l'arbre généalogique, montrez que l'allèle responsable de la maladie est récessif et que le gène est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Donc, on vous donne déjà le résultat. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le prouver. Hein? Donc, il faut donc relever les arguments à partir de l'arbre généalogique. Donc, montrer que l'allèle responsable de la maladie est récessif et que le gène, donc il y a en réalité, c'est deux questions dans cette question 3 petit a, c'est-à-dire la problématique de la dominance récessivité et la problématique de l'emplacement du locus du gène. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Montrer que l'allèle responsable de la maladie est récessif et que le gène est porté par un autosome, c'est-à-dire par un chromosome non sexuel.
Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, déterminer la probabilité pour que le fœtus 3-4 soit atteint de mucoviscidose. Justifiez votre réponse en effectuant une interprétation chromosomique comportant un échiquier de croisement. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette deuxième question? Vous avez ici, vous avez ici un fœtus qui est en cours de gestation. Donc, vous savez très bien que lorsqu'on présente un losange, ça signifie un fœtus en cours de gestation, c'est-à-dire on ne sait pas encore est-ce qu'il est atteint ou non atteint, puisqu'il n'est pas encore, donc, il n'est pas encore né. Bien, mais déjà, donc, on peut voir donc, quelle est la probabilité, le risque que ce fœtus en gestation soit atteint de la maladie. Eh bien, puisqu'on a dit qu'il s'agit d'une transmission autosomique récessive, eh bien, les deux parents ici, hein, qui vont donner naissance à ce fœtus en gestation, ces deux parents, ils sont tous deux sains. Et puisqu'ils ont déjà donné naissance à une fille atteinte, cela veut dire tout simplement ce sont des porteurs sains, c'est-à-dire ce sont des individus hétérozygotes. Et vous savez très bien que l'interprétation chromosomique est très simple. Deux individus hétérozygotes, donc chacun va donner deux types de gamètes différents, donc avec 50%, 50%. 50% de gamètes vont porter l'allèle dominant normal et 50% l'allèle récessif responsable de la maladie. Et vous allez avoir un arbre, un échiquier de croisement avec deux types de gamètes pour chacun des deux parents. Et vous allez trouver que ce sera un risque de 25% comme on va le voir. Donc ça, en ce qui concerne donc le calcul de la probabilité ou bien du risque de l'apparition de la maladie à propos du fœtus 3-4, le fœtus en gestation, eh bien, la méthode pour montrer donc, pour calculer le risque, c'est l'interprétation chromosomique. Donc, on vous dit ici, l'interprétation chromosomique en utilisant un arbre généalogique comportant un échiquier de croisement. Vous savez très bien que en utilisant une interprétation chromosomique qui comporte un échiquier de croisement. Et vous savez très bien que ici, donc c'est évident, bon, un échiquier de croisement, ça fait partie de l'interprétation chromosomique. Donc, je vous rappelle tout simplement qu'est-ce que c'est donc une interprétation chromosomique. Donc, l'interprétation chromosomique, c'est-à-dire on va mettre phénotype. Donc, il y a première ligne, on va mettre les phénotypes. En dessous, on va mettre les génotypes. Puis, on va représenter la réduction chromatique ou bien donc la méiose pour avoir les types de gamètes avec leurs proportions respectives sous forme de pourcentage ou bien de fractions, etc. Et puis, on va donc mettre la fécondation. Donc, la fécondation, s'il s'agit d'un nombre très petit, par exemple un ou deux types de gamètes, donc dans notre interprétation chromosomique, vous allez tout simplement utiliser des flèches qui vont représenter les différents cas de figure de fécondation. S'il s'agit par exemple de deux types de gamètes au plus, il serait donc préférable de représenter les cas de figure de fécondation avec un tableau simple pour ne pas se tromper. Et ce tableau s'appelle donc l'échiquier de croisement. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans la deuxième question? Déterminer la probabilité, c'est-à-dire le risque pour que le fœtus 3-4 soit atteint de mucoviscidose. Et on va justifier, c'est-à-dire on va démontrer notre résultat avec une interprétation chromosomique qui comporte un échiquier de croisement. Et on vous donne ici utiliser grand M, petit m pour l'allèle responsable de la maladie et grand N ou petit n pour l'allèle normal. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater, s'il vous plaît, ici? Vous avez ici, pour la représentation des allèles, c'est-à-dire les symboles qui vont représenter les allèles, on nous propose 4 choix. Grand M, petit m. Grand N, petit m. Eh bien, vous devez savoir qu'on ne va pas utiliser les 4 symboles. On va en choisir
Donc, pour M ou bien petit m, on va en choisir un. Et pour grand N et petit n, on va en choisir un. Cela, ça dépend de notre réponse à la question de la dominance. Et puisque déjà on a dit que l'allèle responsable de la maladie, l'allèle responsable de la maladie est récessif, donc il n'est pas dominant. Donc on va rejeter grand M et on va garder petit m pour représenter l'allèle responsable de la maladie qui est récessif. Et puisqu'on a montré que l'allèle normal est dominant, donc on va garder grand N et on va rejeter petit n. Donc qu'est-ce qu'on va conserver? On va conserver tout simplement les symboles que j'ai représentés ici en bleu, c'est-à-dire on va conserver l'allèle normale, pardon, le symbole grand N pour représenter l'allèle normal dominant et le symbole petit m pour représenter l'allèle récessif responsable de la maladie, et on va rejeter les deux autres. Et c'est ce qu'on va utiliser donc dans notre interprétation chromosomique, dans les phénotypes, les génotypes, les chiquiers de croisement, etc. Donc, s'il vous plaît, c'est très important cette histoire du choix des symboles qu'on nous présente. Quelquefois, on nous présente 4 pour en choisir 2, et quelquefois, tout simplement, on nous présente deux symboles, donc il faut les utiliser tous les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est avant d'utiliser les symboles, vous devez indiquer la signification de chaque symbole. Donc, le symbole tel est responsable de tel phénotype, et est-ce qu'il est dominant ou bien est-ce qu'il est récessif? Donc, quelle est la signification? Avant d'utiliser un symbole, après avoir donc effectué le choix, vous devez désigner d'une façon claire qu'est-ce que vous entendez par chaque symbole qui sera utilisé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente, est-ce qu'il représente le cas normal ou bien le cas de la maladie, et vous devez aussi bien préciser est-ce qu'il est dominant ou bien est-ce qu'il est récessif. Donc, pour avoir donc une bonne utilisation d'un symbole, il faut donc indiquer, il faut donc préciser ces indications à propos de chaque symbole choisi. Bien, donc ça c'est la troisième question, donc A et B. Et puis, la quatrième question, je pense, la quatrième question, donc il y aura deux parties. Deux parties, quatrième question, 4A et 4B. Et bien sûr, il faut toujours rappeler qu'il faut, lors de la rédaction de vos réponses sur votre copie d'examen, il faut bien sûr respecter la numérotation des exercices, la numérotation des questions et des sous-questions, etc. Eh bien, donc la troisième question, si vous voulez, ça fait partie du chapitre génétique humaine. D'accord? Donc, puisque nous avons un arbre généalogique, etc. Et donc, la quatrième question, c'est un autre sujet. Ça fait partie de la génétique des populations. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire tout d'abord dans l'énoncé et puis dans la question. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne comme données à propos donc qui vont donc introduire donc ils vont justifier donc la question 4A et 4B. On vous dit ici la mucoviscidose est une maladie génétique très répandue. Elle touche environ une naissance sur 2500 en Europe. En considérant que cette maladie obéit à la loi de Hardy-Weinberg, calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, calculer la fréquence des individus sains porteurs de la maladie. Alors, pour la génétique des populations, s'il vous plaît, il y a une chose très importante. À chaque fois que je traite des données, que je parle d'un certain nombre de fréquences, je dois toujours se poser la question, est-ce que je suis en train de parler des fréquences en relation avec des phénotypes, ou bien avec des génotypes, ou bien avec des allèles? Toujours, il faut se poser la question.
C'est-à-dire, je vais appliquer cette règle à propos donc de la lecture et le décryptage du contenu de cette partie de l'exercice. On nous dit la mycoviscidose est une maladie génétique, donc on sait déjà que c'est une maladie génétique, à transmission autosomique, récessive, etc. Donc il faut tenir compte, bien sûr, il faut tenir compte des résultats. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement dans le déroulement de l'exercice, bien que la partie précédente concerne un arbre généalogique, donc ça fait partie de la génétique humaine, mais puisque donc on est dans le même sujet, donc il faut toujours tenir compte de l'enchaînement des données de l'exercice, c'est-à-dire je dois tenir compte qu'il s'agit d'une maladie à transmission autosomique récessive. Elle touche environ donc une naissance sur 2500. Donc ça c'est une fraction. Hein? 1 sur 2500, c'est une fraction, donc c'est une fréquence. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le décryptage des données? C'est-à-dire que je dois comprendre, donc je suis censé comprendre la signification des données. Donc une naissance sur 2500, c'est-à-dire 1 sur 2500. C'est-à-dire, ça c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc c'est une fréquence. La fréquence de quoi? Est-ce qu'on me présente ici la fréquence d'un allèle? Non. Est-ce qu'on me présente la fréquence d'un génotype? Non. Ici, on me dit que parmi 2500 naissances, nous avons une naissance qui est atteinte. Donc, être atteint ou ne pas être atteint de la maladie, c'est un phénotype. Donc ici, déjà, le décryptage, donc il faut être capable, on est censé capable de décrypter les données de l'exercice. Donc 1 sur 2500, c'est un phénotype. C'est-à-dire le phénotype, tout simplement, entre crochets, petit m. C'est-à-dire dans notre population, la fréquence du phénotype petit m, c'est-à-dire atteint de la maladie, est égale à 1 sur 2500. Donc c'est très important ce décryptage. En considérant que cette maladie obéit à la loi de Hardy-Weinberg, donc, vous savez très bien que en ce qui concerne tous les calculs en relation avec la loi de Hardy-Weinberg, il y a une différence entre le cas où on a une transmission autosomique et le cas où l'on a une transmission gonosomique liée à X. Donc ici, je dois tenir en compte que c'est une transmission récessive autosomique. Hein? Pourquoi? Parce que déjà, dans les données précédentes, c'est-à-dire à partir de l'arbre généalogique, etc., à partir des réponses aux questions précédentes, donc je dois tenir compte du fait qu'il s'agit d'une maladie, d'un caractère héréditaire, donc d'une maladie à transmission autosomique récessive. Donc, histoire de vous rappeler qu'il faut toujours veiller à tenir compte de l'enchaînement des données. Hein, donc, dans certains cas, donc, on peut se tromper si, par exemple, on traite chaque partie d'une façon indépendante. Non, chaque partie de l'exercice, il n'est pas parachuté du ciel, mais il y a un enchaînement dans les données. Donc, dans cet enchaînement-là, donc, je veux dire, tiens, puisque déjà, lorsqu'on me dit que c'est une population qui répond, qui obéit à la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire que j'ai le droit d'utiliser l'expression mathématique de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire donc la fameuse formule P carré de PQ Q carré, c'est-à-dire P carré, c'est la fréquence des génotypes homozygotes pour l'allèle dominant, Q carré, c'est la fréquence du génotype homozygote pour l'allèle récessif, et de PQ, c'est la fréquence des hétérozygotes. Donc, qu'est-ce qui me donne le droit d'utiliser cette expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg? Eh bien, c'est cette mention qui nous dit que la population obéit à la loi de Hardy-Weinberg. Et comment je vais utiliser la loi de Hardy-Weinberg? Donc, en tenant compte, j'ai dit qu'il s'agit d'une transmission autosomique récessive. Alors, qu'est-ce qu'on me demande ici? Calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, calculer la fréquence des individus sains porteurs de la maladie. Donc déjà, ça c'est dans la question 4a, on me dit calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, c'est-à-dire calculer la fréquence de l'allèle petit m. Très bien, pas de problème. Mais pour le B, on me dit calculer la fréquence des individus sains porteurs de la maladie.
encore une fois, l'histoire de décrypter les données de l'exercice. Alors, que veut dire le décryptage des données de l'exercice, des données de la question 4b? C'est-à-dire, lorsqu'on me demande ici, calculer la fréquence des individus sains porteurs de la maladie, eh bien, tout simplement, je vais décrypter ce données en disant, c'est-à-dire qu'on me demande de calculer la fréquence du génotype grand N, petit m. Voilà, donc en génétique des populations, il faut être capable de... Parce qu'il n'est pas dit dans la question 4b, on ne nous a pas dit texto, calculer la fréquence du génotype hétérozygote. Non, on nous a dit calculer la fréquence des individus sains porteurs de la maladie. Eh bien, quels sont les individus sains porteurs de la maladie? Ce sont des individus qui ont un phénotype normal, c'est-à-dire entre crochets grand N, mais qui ont un génotype hétérozygote, c'est-à-dire grand N, petit m. C'est-à-dire, dans la question 4b, on me demande de calculer la fréquence du génotype grand N, petit m en appliquant l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, puisqu'on nous a mentionné qu'il s'agit d'une population qui obéit à cette loi. Donc, il faut veiller à ce que vous puissiez donc être capable de décrypter les données de l'exercice. Eh bien, maintenant, on va revenir au début pour pouvoir vous présenter les détails des réponses aux questions. Voilà, vous avez l'arbre généalogique. Vous savez donc qu'il s'agit d'une transmission autosomique récessive. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans la question 3? En vous basant sur le document 3, montrez que l'allèle responsable de la maladie est récessive et que le gène est porté par un autosome. Eh bien, dans cette question petit a, il y a deux problématiques. La problématique de la dominance et la problématique de l'emplacement du locus du gène. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la réponse à la question 3a. Regardez la réponse à la question 3a. Voilà. Voici la réponse à la question 3a. Voilà. La réponse à la question 3a. Bien. Qu'est-ce que vous pouvez constater ici? J'ai présenté ici le premier point et le deuxième point. Pourquoi? Le premier point, ça concerne la problématique de la dominance. Le deuxième point, ça concerne la problématique de l'emplacement des locus du gène. Et donc, regardez, vu de loin, vous pouvez constater qu'on est en train de discuter deux points. Premier point, deux points. Donc, s'il vous plaît, c'est très intéressant la présentation. Il faut avoir une bonne présentation de la rédaction parce que ça met en relief, quand je n'ai pas cessé de le répéter, votre réponse doit mettre en relief les points qui sont demandés dans la question. Hein. Généralement, donc, dans le barème, on fait par exemple correspondre, il y a un barème sur, donc si vous démontrez donc la dominance, il y a tant de points, si vous montrez donc l'emplacement d'hygiène, il y a tant de points, etc. etc. Bon, voilà donc, alors qu'est-ce qu'on a ici? Déterminer la dominance. Déterminer la dominance. Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif, et on va profiter de l'occasion pour présenter le symbole qu'on va utiliser, parce qu'on va donc travailler avec les phénotypes, génotypes, échiquiers de croisement, etc. C'est-à-dire, donc, lorsqu'on va montrer la dominance, on va profiter de l'occasion pour présenter les symboles que nous allons utiliser. L'allèle responsable de la maladie est récessif, entre parenthèses, donc vous indiquez petit m, donc quel est l'argument? Puisque des parents, tous deux sains, donnent naissance à des enfants atteints de mucoviscidose. Par exemple, entre parenthèses ici, on vous dit par exemple 1, 4 et 1, 5. Voilà, regardez dans l'arbre généalogique. 1, 4, vous avez ici 1, 4 et 1, 5. Ce sont deux parents, un homme et une femme qui sont tous deux sains et qui ont donné naissance à un enfant
un enfant atteint. Donc c'est ce qui indique que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Voilà. Donc, vous avez ici, déterminer donc l'allèle responsable de la maladie est récessif, petit m, puisque des parents tous deux sains donnent naissance à des enfants atteints de mucoviscidose, exemple 1,4 et 1,5. Et je vais profiter de l'occasion donc de dire que, puisqu'on a dit que l'allèle responsable de la maladie est récessif, et l'allèle normal est donc dominant, et je vais profiter de l'occasion pour montrer, pour représenter le symbole que je vais utiliser par la suite. Deuxième point de cette question 3a, c'est la problématique de l'emplacement du locus du gène. Alors, pour l'emplacement du locus du gène, on a dit, on ne va pas proposer quatre hypothèses, on va proposer uniquement trois hypothèses, c'est-à-dire, je vous ai dit, donc il faut négliger l'hypothèse d'un locus du gène qui serait porté par la partie qui est la partie homologue, soi-disant, entre les deux chromosomes, la partie commune entre les chromosomes X et Y. Donc, on va conserver uniquement trois hypothèses, c'est-à-dire transmission gonosomique liée à X, liée à la partie propre à X, transmission gonosomique liée à la partie propre à Y, et troisième cas, c'est la transmission autosomique. Donc, dans cette démonstration, on va tout simplement réfuter, donc proposer trois hypothèses, on va en réfuter deux pour dire que c'est la troisième qui est juste. Voilà, donc vous avez ici le gène n'est pas porté par Y, c'est-à-dire ça sous-entend la partie propre à Y. Le gène n'est pas porté par Y car il existe des femmes qui sont atteintes de la maladie. Donc on a refuté l'hypothèse de la transmission gonosomique liée à la partie propre à Y. Pour réfuter la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse donc, le gène n'est pas porté par X, car si c'était le cas, la fille 3,3 aurait hérité un X grand N de son père sain, donc le père grand de 1, il va avoir comme génotype X grand N normal, elle serait donc, elle aussi, saine. Or, elle est atteinte. Donc, je vais tout simplement faire un petit retour sur l'arbre généalogique pour aller chercher ce père 2, 1. Regardez, voilà. Vous avez dans l'arbre généalogique le père 2, 1. Il est là. Donc, s'il s'agissait d'une transmission récessive, gonosomique liée à la partie propre à X, eh bien, ce père, qu'est-ce qu'il aura? Donc, puisqu'il est sain, il a comme phénotype entre crochets grand N, et comme génotype, il aura X grand N, Y vide. Eh bien, dans le cadre de cette hypothèse, la fille, il va hériter le X à partir de son père. Donc, son père va lui donner un X grand N. Alors, si la fille 3,3 hérite de son père le chromosome X qui porte l'allèle normal dominant, quel que soit le gamète qu'il va hériter de sa maman, eh bien, il devrait être saine. D'accord? Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une hypothèse qu'on doit réfuter. Eh bien, si on refute les deux hypothèses, eh bien, automatiquement, c'est la troisième qui est juste. Hein? Voilà. C'est ce que vous avez ici. Regardez, s'il vous plaît. Vous avez, donc, le gène n'est pas porté par Y car il existe des femmes atteintes de la maladie. Le gène n'est pas porté par X car si c'était le cas, la fille 3,3 aurait hérité un X grand N de son père, sain, entre parenthèses, de 1, et la comme génotype X grand N Y. Elle serait donc, elle aussi, saine. Or, elle est atteinte. Donc, hypothèse refutée. Conclusion, donc on va automatiquement dire que c'est la troisième hypothèse qui est juste. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Conclusion, le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. Un autosome. Hein? Quelquefois, je trouve des erreurs en disant, il y en a ceux qui disent, le gène est porté par des autosomes. Un gène, c'est un gène. Donc, un gène, il est porté par un chromosome. On ne veut pas dire que des autosomes, sauf si l'on veut dire l'expression plurielle, c'est-à-dire, on veut dire la paire des chromosomes homologues.
Voilà. Donc, le gène responsable de la maladie est porté par un autosome, ou bien une paire de chromosomes, donc qui sont des autosomes. Remarque, tout simplement, pour donc l'expression, quelquefois, on utilise une expression un petit peu résumée pour indiquer le mode de transmission de la maladie. On dit que c'est une maladie à transmission autosomique récessive. Donc, lorsqu'on vous dit c'est une maladie à transmission autosomique récessive, c'est-à-dire le gène est porté par un autosome et l'allèle responsable de la maladie est récessif. Donc, on dit le mode de transmission. Donc, lorsqu'on vous demande quel est le mode de transmission de la maladie, eh bien, cette question, elle englobe deux problématiques. La problématique liée aux allèles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dominance, récessivité et codominance, et elle englobe aussi la problématique de l'emplacement du locus du gène, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une transmission autosomique ou bien d'une transmission gonosomique. Et pour gonosomique, est-ce que c'est gonosomique lié à la partie propre à X ou bien gonosomique lié à la partie propre à Y? Donc, on a répondu à la question 3A. Donc, je vous laisse donc juste un instant pour jeter un coup d'œil sur la question, la réponse, pour voir donc l'intérêt de la rédaction. Donc, il faut qu'il y ait une rédaction qui met en relief les idées qui sont demandées dans la réponse. On va revenir donc chercher la question 3B. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans la question 3B, déterminer la probabilité pour que le fœtus 3-4 soit atteint de mucoviscidose. Justifiez votre réponse en effectuant une interprétation chromosomique qui comporte un échiquier de croisement. Voilà, donc le fœtus 3-4, c'est pour le couple 2-1 et 2-2. Donc c'est ça le couple qui va donner naissance donc au fœtus 3-4 qui est en gestation. Voilà. Et ce sont des parents, on a dit que ce sont des parents hétérozygotes. Pourquoi hétérozygotes? Donc nous avons, puisqu'il s'agit d'une transmission autosomique récessive, deux parents qui ont donné naissance à une fille atteinte, donc ils sont hétérozygotes par rapport donc au gène en question. Et à partir donc de leur génotype, on peut donc effectuer notre interprétation chromosomique. Donc, je vais répéter tout simplement la question 3B, déterminer la probabilité ou bien le risque pour que le fœtus 3-4 soit atteint de mucoviscidose. Justifiez votre réponse en effectuant une interprétation chromosomique comportant un échiquier de croisement. Voici la réponse à la question 3B. Qu'est-ce que vous avez dans la réponse à la question 3B? Donc, eh bien, vous avez ce qui suit. 3B, pour calculer le risque d'apparition de la maladie dans la descendance d'un couple, on doit effectuer l'interprétation chromosomique avec toutes les étapes que vous connaissez de l'interprétation chromosomique. Et avant cela, il faut déterminer les génotypes respectifs des deux parents. Eh bien, vous avez ce tableau-là qui va donc précéder l'échiquier de croisement. Qu'est-ce que vous avez dans ce tableau? Eh bien, on va suivre les étapes classiques de ce que c'est qu'une interprétation chromosomique. Donc, on vous présente ici les individus. Hein, donc, première ligne de ce tableau, les individus. Attention, ce n'est pas un échiquier de croisement. L'échiquier de croisement, c'est ce qui va venir par la suite. Donc, on vous présente les individus. Regardez comment il faut être précis dans la présentation de la réponse. Donc, mâle, ça c'est le symbole mâle, c'est-à-dire l'homme. L'homme, 2, 1, on vous indique donc sa numérotation au niveau de l'arbre généalogique. Donc, c'est-à-dire que lorsque je suis précis dans mes réponses, ça reflète que j'ai bien compris le contenu de l'exercice et la signification de mes concepts scientifiques que j'utilise, que j'exploite. Donc vous avez l'homme de 1, entre crochets, ça signifie phénotype, N, grand N, c'est-à-dire qu'il est normal. De même que la femme de 2, c'est-à-dire l'épouse de cet homme, la femme de 2, entre crochets grand N, donc elle est normale. Et on présente dans la deuxième ligne
on présente les génotypes de ces deux parents. C'est grand N, petit n, c'est-à-dire que ce sont des parents qui sont tous deux hétérozygotes. Dans la troisième ligne, on met la justification, donc on doit justifier le génotype parce que le génotype, c'est une donnée qui est nécessaire pour accomplir l'interprétation chromosomique. Si vous n'avez aucune idée sur le génotype des individus qui vont rentrer dans cette relation donc ici dans cette relation de reproduction. Si vous ne connaissez pas leur génotype, donc vous ne pouvez pas, bien sûr, effectuer l'interprétation chromosomique. Donc ici, je présente donc le génotype, ils sont tous les deux hétérozygotes. Ici, dans cette ligne, je présente la justification en disant que les deux parents sains ayant une fille atteinte, ils sont donc porteurs de la maladie, autrement dit, hétérozygotes. Donc il faut être précis. Et dans la dernière ligne de ce tableau, je présente les types de gamètes pour chacun des deux parents. Eh bien, puisqu'il est hétérozygote grand N, petit m, eh bien, automatiquement, chacun des deux parents va produire deux types de gamètes avec une proportion de 50% pour chaque type, 50% grand N et 50% petit m, ou bien un demi. Donc vous pouvez exprimer les proportions soit avec une fraction, soit avec un pourcentage. Donc voilà, phénotype, donc c'est la démarche habituelle, c'est la démarche classique de l'interprétation chromosomique. Regardez, vous avez première ligne, les phénotypes, deuxième ligne, les génotypes, troisième ligne, les types de gamètes avec leurs proportions respectives. Tout simplement ici, on a ajouté la justification du génotype des deux parents. Eh bien, c'est ce qui va nous amener à la présentation du tableau qui va donc constituer ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. Eh bien, vous avez votre échiquier de croisement habituel. Vous avez ici dans cette ligne, vous avez les gamètes mâles. Dans cette ligne, vous avez les gamètes femelles. Et, c'est-à-dire, ça représente tous les cas de figure de fécondation. Et dans les cases internes, donc c'est un tableau, l'échiquier de croisement, c'est un tableau à double entrée. Vous avez la ligne principale représente les gamètes mâles, leur type et leurs proportions respectives. La colonne principale représente les gamètes femelles, donc vous pouvez alterner, enfin, vous pouvez modifier en mettant dans la ligne horizontale les gamètes femelles, etc. Donc il n'y a pas de problème à cela. Donc vous avez la colonne principale, on vous présente ici les gamètes femelles, et les cases internes, donc puisque j'ai dit qu'il s'agit d'un tableau à double entrée, alors les cases internes, ça vous représente tous les cas de figure des fécondations, c'est-à-dire tous les génotypes de la descendance, les génotypes probables de la descendance, et bien sûr, il faut veiller donc à un certain nombre de règles. Dans les lignes principales, vous devez avoir donc dans chaque case le type de gamète et la proportion, et dans chacune des cases internes, vous devez présenter trois types d'informations. La proportion, le génotype et le phénotype. Trois choses. Voilà, donc je vous laisse observer donc ce tableau qui représente ce qu'on appelle donc en génétique l'échiquier de croisement. Et vous voyez que nous avons trois cases, ça va correspondre au phénotype normal, et une case, ça va correspondre au phénotype, c'est-à-dire être atteint de la maladie. Eh bien, l'échiquier de croisement en génétique humaine, c'est un moyen de calculer la probabilité, c'est-à-dire le risque d'avoir la maladie dans la descendance, en l'occurrence la maladie dans le fœtus 3, 4, qui est donc le fœtus en gestation qui est représenté sur l'arbre généalogique. Eh bien, vous avez ici le résultat, c'est 25%. Donc, à partir de l'échiquier de croisement, vous devez présenter votre conclusion. Regardez, donc j'ai représenté la case qui représente la maladie avec une couleur différente pour la mettre en évidence. Conclusion, le risque que le fœtus en gestation 3-4 soit atteint de la maladie est 25% ou bien un quart.
Hein, donc toujours, vous avez le droit de présenter les fréquences ou bien les probabilités ou bien le risque, soit avec des pourcentages ou bien avec des fractions. Très bien. On va passer maintenant à la partie qui rentre dans le cadre de la génétique des populations. On vous dit ici, la mucoviscidose est une maladie génétique très répandue. Elle touche une naissance sur 2500 en Europe, en considérant que cette maladie obéit à la loi de Hardy-Weinberg. Calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, calculer la fréquence des individus sains porteurs de la maladie. Première question, ça concerne la question 4a, ça concerne le calcul de la fréquence d'un allèle, et la question 4b, ça correspond, donc ça concerne le calcul du génotype hétérozygote, tout en respectant l'utilisation de l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg et tout en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une transmission autosomique, une transmission récessive autosomique. Eh bien, j'ai déjà parlé donc comment il faut décrypter cette expression-là. Lorsqu'on vous dit la maladie touche une naissance sur 2500, eh bien vous allez décrypter, vous allez traduire ça en disant que la fréquence du phénotype entre crochets petit m égale 1 sur 2500. Donc j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'il faut être capable de décrypter les données. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire comme réponse à la question 4a, c'est-à-dire calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie. Voici donc la réponse. Regardez s'il vous plaît, dans 4a, calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, entre parenthèses, petit m. Eh bien, pour le calcul des fréquences respectives des deux allèles, on utilise généralement les symboles P et Q. Mais ici, je dois insister sur le fait vous devez indiquer qu'est-ce que vous désignez par P et qu'est-ce que vous désignez par Q. Parce que quelquefois, on peut se lancer dans la réponse à l'exercice et on utilise comme ça à tort et à travers P et Q et DPQ, etc. mais sans présenter quelle est la signification des symboles utilisés. Donc, c'est la même remarque que j'ai signalé donc tout à l'heure à propos des symboles utilisés pour représenter les allèles. Et c'est ce que l'on peut dire pour les allèles. On peut le dire aussi pour les symboles qui sont représentés des fréquences respectives des deux allèles, c'est-à-dire les symboles P et Q. C'est-à-dire vous devez préciser, vous devez présenter de façon claire qu'est-ce que vous entendez par P et qu'est-ce que vous entendez par Q. Sauf si dans les lancers, on vous l'indique et on vous demande de l'utiliser. Donc, la question 4a, calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, entre parenthèses petit m, on pose f de grand N, on va l'appeler P, et f de petit m, on va l'appeler Q. Donc ça, ici, tout simplement, vous devez présenter votre convention de la présentation des symboles des fréquences respectives des deux allèles. D'après les données, voilà le décryptage des données. D'après les données, donc puisqu'on me dit qu'il y a une naissance sur 2500, moi je vais traduire ça en disant que ça signifie quoi? D'après les données, F2, entre parenthèses, entre crochets petit m, c'est-à-dire que c'est un phénotype. F, c'est la fréquence, entre crochets, c'est un phénotype. Donc, je dis qu'en génétique de population, je dois toujours savoir, est-ce que je suis en train de parler de la fréquence d'un allèle, d'un génotype ou bien d'un phénotype. Donc, d'après les données, donc j'ai traduit les données, f de petit m entre crochets est égal à 1 sur 2500, c'est un phénotype. On en déduit que la fréquence petit m sur petit m, donc dans ce cas-là, c'est la fréquence du génotype petit m égale à 1 sur 2500. Donc ça, c'est un génotype. Alors, pourquoi ce passage? C'est comme en mathématiques, on vous dit que à chaque fois, chaque passage
ça doit être lié donc à un principe donné. Eh bien, le passage entre le phénotype et les génotypes, c'est tout simplement puisqu'il s'agit d'un phénotype récessif, donc il est le résultat d'un seul type de génotype, c'est-à-dire petit m, petit m. S'il s'agissait par exemple du phénotype dominant, normal, on ne peut pas faire ce passage, pardon. Pourquoi? Parce que le phénotype normal grand N, il cache derrière lui deux génotypes. Il cache grand N et grand N petit m. Mais ici, pour le phénotype récessif, donc il y a une correspondance directe entre le phénotype et le génotype. C'est ce qui justifie le passage, ici, le passage entre cette ligne et cette ligne. F de petit m est égal à 1 sur 2500. F du génotype petit m sur petit m est égal à 1 sur 2500. Pour le calcul, je dois justifier qu'est-ce qui m'a donné le droit de faire ce type de calcul. Eh bien, on applique l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg à propos du génotype récessif. Donc, vous savez que la loi de Hardy-Weinberg, il y a trois choses. Il y a donc, dans ce cas-là, P carré, ça correspond au génotype grand N, Q carré, ça correspond au génotype petit m, et 2PQ, ça correspond au génotype hétérozygote grand N, petit m. Donc ici, je vais appliquer donc l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg à propos du génotype récessif, c'est-à-dire la fréquence de f petit m est égale à 1 sur 2700 d'après les données, est égale à Q carré d'après l'utilisation de l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg en tenant compte des symboles que j'ai choisis. Égal à Q carré, ceci implique que Q est égal à la racine carrée de 1 sur 2500 est égal à 0,02. Voilà, donc j'ai répondu à la question, c'est-à-dire que la fréquence de l'allèle responsable de la maladie est égale à 0,02. Voici donc la réponse à la question numéro 4a. Que nous dit la question 4b? Calculer la fréquence des individus sains porteurs de la maladie, c'est-à-dire les individus hétérozygotes. Eh bien, toujours, on va appliquer l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire les individus sains porteurs de la maladie, ce sont les individus hétérozygotes, grand N, petit m. Donc, je dois calculer la fréquence du génotype grand N, regardez, petit m. C'est ce qu'on me demande dans la question 4b. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans la réponse à la question. Alors, si vous voulez donc utiliser l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, eh bien, tout simplement, vous devez donc utiliser l'expression de PQ. Mais dans l'expression de PQ, nous connaissons Q d'après donc la sous-question précédente, mais on ne connaît pas encore P. Donc, ce qui est obligatoire pour répondre à la question, donc il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 4b, calculer la fréquence des individus porteurs sains, c'est-à-dire, regardez comment il faut être précis dans ses réponses, c'est-à-dire des individus hétérozygotes à phénotype normal grand N et à génotype grand N petit m. Donc, cette première partie, donc, je présente comment j'ai pu décrypter les données de l'exercice et les données de la question. Dans cette deuxième partie, donc, je dois faire ce qui est nécessaire pour aboutir donc à la réponse à la question. Donc, puisqu'on va utiliser 2PQ, Q, c'est déjà calculé, c'est 0,02, mais on n'a pas encore calculé P. Donc, il est nécessaire. On ne m'a pas demandé de calculer P, mais pour répondre à la question, je dois le faire. D'accord? Donc, on doit tout d'abord calculer la fréquence de l'allèle normal grand N, qu'on a appelé P. Donc, regardez ici, vous avez F de grand N égale à P égale à 1 moins Q. Donc, vous savez très bien la règle, c'est-à-dire que P plus Q égale à 1. Si vous connaissez Q, vous pouvez en déduire P, c'est-à-dire vous mettez P est égal à 1 moins Q, c'est-à-dire 1 moins 0,2, et ça va me donner 0,98. Et c'est dans la troisième étape, donc, que je vais donc calculer la fréquence des hétérozygotes,
c'est-à-dire les individus sains porteurs de la maladie, eh bien, je vais appliquer donc l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg à propos des hétérozygotes. Et qu'est-ce qu'on va mettre? F de grand N petit m, regardez, voilà. F de grand N petit m est égal à 2 fois P fois Q, et je fais mon application numérique, 2 fois 0,98, c'est-à-dire P, fois 0,02, c'est-à-dire Q, et ça va me donner 0,04. En réalité, c'est 0,039, etc. Donc, approximativement 0,04. Et c'est ce qui est demandé, c'est-à-dire c'est la fréquence des individus hétérozygotes porteurs de la maladie. Donc 0,04, c'est à peu près, donc c'est 4%. C'est 4%, 4% des individus de la population. Voilà, donc on a répondu. Regardez donc, toujours, j'insiste là-dessus, c'est donc il faut faire une bonne présentation de vos réponses à votre question. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, je vais tout simplement vous indiquer que vous allez trouver dans la description le lien qui va vous mener vers mon site, où vous allez trouver un certain nombre de documents sous forme de PDF, PowerPoint, etc. Donc, c'est-à-dire vous allez trouver le sujet de l'examen, les éléments de réponse, c'est-à-dire les éléments de réponse qui sont donc présentés par, comment dirais-je, les éléments de réponse dans un aspect résumé, et vous allez trouver les éléments de réponse détaillés qu'on vient de vous présenter ici sous forme d'un document PowerPoint. Voilà, donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.